Bonjour à tous et bienvenue sur Histoire de la télévision et surtout bienvenue, parce que vous y êtes déjà sur Histoire de la télévision, dans Chronogir, le premier épisode, et dans lequel on va aborder l'histoire de Micro Kids à Game One. Et je ne suis pas seul, comme souvent dans cette émission. Je suis en compagnie, et il est encore plus légitime aujourd'hui puisqu'il est l'auteur de Téléstar, l'histoire des émissions et du jeu vidéo à la télévision, et de Micro Kids Story, notre bien nommé Nicolas Bonzon. Bonjour Nicolas. Bonjour, je suis trop content d'être là. Comment Mais ça ouais, t'as va? vu, nouvelle aventure. On est Oui, parti oui, sur je vois. Twitch et sur la télé de Jean Pat et on arrive sur un mass média. Chronogir, qu'est-ce que c'est? En quelques mots, Oui, Chronogir, on se retrouvera une fois par mois pour aborder l'histoire d'une émission, d'une série, d'une fiction, d'une personnalité, bref, de ce qui fait l'histoire de la télévision. Aujourd'hui, actualité oblige, on va parler de deux sujets qui nous tiennent oui, particulièrement à cœur, à savoir Micro Kids, la première véritable, mais Nico va me corriger dans quelques instants, émission de jeux vidéo à la télé. Et puis on va parler de Game One, puisque même si vous voyez cette émission en rediffusion, c'est la première diffusion là qui prime. Nous sommes en novembre 2025 et malheureusement, Paramount a annoncé l'arrêt de Game One, qui me tient beaucoup à ouais. cœur puisque je fais partie de l'équipe fondatrice de la chaîne. J'en suis parti en 2002. C'est ces archives que vous verrez en dernière partie de soirée toutes les semaines, ici même sur Histoire de la télévision, HDL TV pour les intimes. Et donc, on a décidé de suivre. Micro Kids, je peux pas tout vous Oui, dire aujourd'hui parce que Nico, il va me lancer une chaussure. Il a beau être très loin de moi, je vais me prendre un taquet monumental. Mais on a des très bonnes nouvelles à nous annoncer dans les semaines qui viennent. ah oui, Mais vraiment, je pense que vous allez être très heureux et rester ah fidèles. oui. C'est pas, j'allais dire une bêtise, c'est pas Ah, pour qu'est-ce vous qu'il avait tenir dit? en haleine et que vous regardiez la chaîne. Pas Ah du si, bien tout. sûr que C'est si. Ah, pardon, pardon, alors oui. aussi, oui, aussi. Mais sachez-le, il va y avoir il va y avoir du lourd sur Micro Kids, sur l'antenne de HDL TV, dans les Ok, semaines à venir, n'est-ce pas, mon bon Nico? il paraît, vraiment on dit ça, on m'a prévenu, j'ai dit, bon écoute, c'est super, bon on va voir. Alors, on va commencer cette émission parce qu'on n'a que 1 heure et pas les 6 heures de streaming sur Twitch. Euh, on va commencer, puisque l'émission s'appelle de Micro Kids à Game One, Oui, on va commencer par ton expertise et ton savoir par oui, rapport à toutes les enquêtes que tu as menées. Euh, inspecteur Magré. Inspecteur Magret. Euh, que s'est-il passé à la Oui, télévision avant oui. l'avènement de Micro Kids? Alors MicroKids, c'est 1991. Ouais. On dit toujours que c'est la première émission qui a parlé de jeux vidéo à la télé. Alors oui et non. Oui, parce que c'est la première émission qui a parlé d'actualité du jeu vidéo. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que avant la télévision française a parlé de jeux vidéo. Et oui. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est comment elle en a parlé. Alors les premières émissions de jeux vidéo à la télévision, elles remontent à la fin des années 70, début des années 80. À l'époque, on ne parlait pas d'actu des jeux vidéo. À l'époque, ce qui était possible sur les chaînes, c'est d'utiliser le jeu vidéo pour faire des compétitions entre gamins. C'est-à-dire qu'on avait Ouais. du e-sport, notamment sur TF1, avec Christophe de Chavannes, notamment. On avait du e-sport sur Antenne 2. On avait du e-sport même sur les chaînes francophones ailleurs en France. Absolument. Donc c'était le truc. C'est-à-dire qu'on mettait des gamins qui s'affrontaient sur des jeux vidéo de l'époque. C'était Atari, par exemple, tous les hits d'Atari. Donc ça a été une bonne partie de la décennie des années 80. Il y a C'était eu très aussi, basique. On jouait aux jeux oui, c'est très vidéo. basique. Il n'y avait pas d'inventivité particulière. On se disait, bah, les jeux vidéo, ça se joue, on y joue. C'est ça. Exactement, c'est-à-dire les patrons de télé, les producteurs se disaient, tiens, on a un outil qui arrive, c'est le jeu vidéo, c'est une bonne idée pour en faire un divertissement. Et effectivement, c'est une bonne idée pour en faire un divertissement, c'est ce qui a été fait jusqu'au milieu des années 80 à peu près. Il y avait tout de même, il faut le dire, un peu d'actu jeux vidéo à la télévision. C'était essentiellement dans le JT, mais ça on en a parlé 1000 fois. C'était parfois fait avec pas beaucoup de délicatesse par les journalistes, et ça c'est un thème que tu connais, Jean-Pat, par les C'est une très journalistes grande qui ne violence. On va le voir maîtrisaient dans pas. l'émission. Ouais, et du coup c'était dit d'une manière un peu violente, avec un vocabulaire pas très très bien choisi, mais faut se mettre aussi à la place des journalistes de l'époque. Ils connaissaient pas, ils voyaient ce truc arriver. C'est comme nous aujourd'hui, quand on voit l'IA arriver, on est toujours un peu méfiant. Bah, c'est peut-être une comparaison qui peut être faite
avec ce qui se passait au début des années 80. Ah mais Donc il y a absolument, absolument. ouais, Tu sais, j'ai revu les archives de Game One et on parle des Pokémon avec Alex Pilote. bah Et oui, Alex Pilote écrit, les gens écrivaient pour dézinguer les Pokémon, qui étaient vraiment la bête noire de Marcus. Et Alex disait, les gars, vous êtes en train de faire exactement ce que vos aînés ont fait oui, quand oui, vous oui, étiez fan de bah Goldorak, oui, de Candy, de Albator, et vous êtes en train de reproduire. Prenez le temps, ne regardez pas ou ne consommez pas, mais n'ayez pas des avis tranchés. Exactement ce que tu es en train de dire et ce qu'a fait la ouais. télévision pendant les années 70 et 80, trop longtemps. Et encore Alors après, on y viendra. il y avait tout de même des gens dans les rédactions et dans les chaînes de télévision qui avaient un regard bienveillant sur le jeu vidéo. Je pense notamment à Patrice Drevet dans son Ouais. mini-journal qui a diffusé pas mal de reportages jeux vidéo avec des spécialistes et qui le faisait vachement bien. Et il Et était très curieux et très bienveillant de ça. L'histoire nous prouvera pourquoi après. Mais Cyril Drevet, moi j'étais de la génération qui regardait son émission. Vraiment, le j'étais un mini-journal. fidèle, exactement, du mini-journal. Et j'ai même écrit, je crois, un mini-journal pour vous raconter ma vie. Ah ouais, Et Patrice Drevet, c'était l'opposé. C'était, mais on va le voir avec le récit que tu vas nous faire, il y a toujours dans les télévisions un gars qui est bienveillant et qui essaye au milieu, c'est le village gaulois au milieu de Romain, de dire ah non, non, il y a une autre manière d'en approcher. Il allait filmer déjà des compétitions, mais avec la ouais, curiosité de qui étaient les gens. Et ouais. lui, déjà, il avait un petit regard sur le côté artistique du jeu vidéo. Exactement, il y avait un monsieur qui s'appelait Georges Leclerc aussi, Oui, qui animait une émission sur l'informatique et les jeux vidéo à la télévision, qui avait eu une chronique aussi dans une émission qui s'appelait C'est la vie, qui était ouais. diffusée sur Antenne 2, c'est juste avant le journal. Et ça, en fait, c'est voilà, il y avait quand même des gens qui faisaient leur travail correctement et qui avaient un regard très bienveillant sur ce nouvel art qui était en train de naître. Donc ça, c'est les années, ça, on est jusqu'à la fin des années 80. On a vraiment les prémices, on a un tout petit peu de jeux vidéo à l'antenne, à la télévision. Et puis on arrive, hein, et puis on arrive Eh oui. dans les années 90. On parle toujours de micro-kids, mais je suis obligé de parler juste avant d'un truc qui s'appelait Gros plan sur la souris. Oui, alors qu'est-ce que c'est que Gros, cette histoire? Pour eh ceux qui ben n'ont pas voilà. encore acheté ton livre, même le prix vous fera rire, donc je ne sais même pas pourquoi vous ne l'avez pas encore C'est fou. acquis. D'ailleurs, il y a des QR codes qui apparaissent à l'image pour faire un Ah petit peu oui, de commerce, les ah gars. ben oui, N'hésitez j'avais pas pas. vu. C'est génial. À toi. Gros plan sur la souris, c'est 1990. Et pour la première fois, on parle vraiment d'actu de manière comment dire, régulière. Ça se passe dans l'émission d'Eric Galliano, qui à l'époque est la star Ah oui. des émissions jeunesse d'Antenne 2. Ouais. Mais bon, il va être rapidement détrôné parce qu'en face, il va y avoir Dorothée. Du coup, ça va mettre Antenne 2 dans la merde pendant un Total, certain ouais. nombre d'années. C'est compliqué la jeunesse sur Antenne 2, mais ils font des efforts et notamment l'effort c'est de parler de jeux vidéo. Et il y a une chronique du coup qui s'appelle Gros plan sur la souris et qui va parler de jeux vidéo sur Mhm. Antenne 2. Et ça, c'est juste avant l'arrivée de MicroKids. Et l'histoire de MicroKids est complètement folle. Il faut qu'on vous dise Oui, que oui, Nicolas a interrogé les créateurs dont il va nous parler. Il faut que je vous dise aussi que moi, je suis très pote avec un des créateurs qui s'appelle oui. Richard Joffo. Et cette histoire est totalement folle. C'est-à-dire que vraiment, tu vas nous expliquer un peu euh, la genèse et la mise Ouais. en place de cette histoire complètement folle. En fait, l'histoire, elle est incroyable parce qu'elle vient de trois personnes. Elle vient un peu de ce qu'on appelle une triforce dans le jeu Oui, vidéo. Ça va parler aux fans de Zelda. En fait, il y a trois personnes qui vont avoir un peu la même idée au même moment. Et ça, c'est juste incroyable dans une histoire. C'est assez fou de se dire qu'il y a trois personnes qui ont à peu près les mêmes envies et qui vont donner lieu à un projet comme celui-là. Ces trois personnes, c'est bien sûr Jean-Michel Blotière, ouais. qui est rédacteur en chef de Tilt, qui est le magazine de référence à l'époque du jeu vidéo. Euh, alors lui, il a vraiment envie depuis plusieurs années, au début des années 90, de faire du jeu vidéo à la télé. Il se dit que ça manque, une émission de jeu vidéo à la télé, une émission régulière en tout cas. Il y a un autre monsieur qui s'appelle Richard Joffo. Eh C'est oui, lui qui est pote avec Jean producteur Pat. de son Richard état. Joffo, exactement. Richard Ouais. Joffo, il travaillait à la SFP. C'est quoi Ouais. Jean Pat, la SFP? Toi qui es un peu mon Jean Magic Chernia. C'est Non, la, Jean c'est Magic la Pat, Société s'il te plaît. française de production
Oui, qui est issu de l'éclatement de l'ORTF en 74-75. Donc il y avait que l'ORTF et ensuite il y a eu TF1, oui, Antenne 2 et FR3, l'INA oui, qu'on salue, et la SFP. Donc les moyens de production qui fabriquaient les émissions de télévision. Donc oui, Richard, oui, il a démarré. oui. Il y a plein d'autres gens qui ont démarré. Et dans Chronogir, vous verrez qu'on a des profils. On va même recevoir des gens qui sont issus de la Ah SFP. oui, Ah ouais, ça, il y a des choses à dire parce que ici, sur Histoire de la télé, on aime bien les hommes de l'ombre, comme s'appelait la série politique. Et Richard Joffo, il bossait à la SFP, c'est-à-dire que je sais pas s'il était déjà producteur, mais en tout cas, il avait déjà toute il la était producteur, technicité et le exactement. savoir-faire pour construire une émission, quoi. Et il connaissait surtout il avait une expertise sur la jeunesse à la Ouais, télévision. Il avait fait des propositions à la SFP en leur disant deux trucs, en leur disant il faudrait pour les filles parler des garçons, c'est-à-dire des relations amoureuses, etc. Euh, à la SFP, on lui avait dit ça nous intéresse pas. bien sûr, Et il avait dit aussi il faudrait s'intéresser aux jeux vidéo qui sont en train d'arriver. À la SFP, on lui avait dit ça ne nous intéresse pas, bien merci. sûr. Donc Richard Geoffroy a quitté, je résume un peu, mais il a Oui, oui, quitté mais oui. la SFP, il a quitté la SFP et du coup il s'est retrouvé producteur indépendant et c'est là que lui est tombé dessus par l'intermédiaire de sa sœur. Enfin, je rentre pas dans les détails, mais il y a des histoires assez Ah, folles. mais si, c'est dingue. Euh, Justement, Par c'est ça qui l'intermédiaire de nous sa plaît. sœur qui s'appelle Nadia Joffo. Ouais, Et en fait, Nadia Joffo connaissait Jean-Michel Blotière. Et quand Nadia Joffo a appris que Jean-Michel Blotière souhaitait faire une émission à la sur télé. les jeux vidéo à la télé, il a dit bah attends, moi j'ai mon frère, etc. Bah Donc oui, en fait, ça s'est passé comme ça. Il y a eu une connexion entre les deux, et il fallait une troisième personne, évidemment, exact. pour faire la Triforce. Et la Qui va nous troisième personne, suivre de longues années. là aussi, tu peux nous en parler, Jean-Pat, c'est le Diberbère. Alors ça, il faut que tu nous parles du Diberbère, du Dib, comme tu dis. Le Dib. Alain Le Diberder, c'est quelqu'un que j'ai connu et que je connais toujours, qui a participé à la fin de notre émission d'aujourd'hui, c'est-à-dire la création de Game One, on y reviendra, et de ces On y deux points, reviendra. l'ancêtre de Game One, et des nouveaux programmes de Canal+, et qui a été conseiller justement à France Télévisions. Il Exactement. avait un parcours avant déjà d'analyste, etc. C'est un véritable visionnaire, un peu comme Richard aussi. Richard Joffo, encore aujourd'hui, il est, euh, il est plein d'idées, plein de visions sur l'avenir. Ouais, C'est des mecs comme ça qui ont la capacité de se dire, justement, tu parlais de l'IA, etc. Alain Le Diberder, dans son parcours, il a créé le deuxième monde, qui est devenu aux États-Unis Second World, et qui est devenu ensuite tout un tas de jeux. Il a tout de suite très vite virtualisé le monde, ouais, et il a très vite pris conscience que les technologies allaient complètement révolutionner le monde des médias et de l'audiovisuel en général. Aussi ouais, fou que ça puisse ouais, paraître. Vous, ça vous semble évident si vous êtes ouais, d'une plus jeune génération, mais c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que la télévision numérique dont on va parler, c'était vraiment de la science-fiction. C'est-à-dire que dans un tuyau où tu passes une chaîne de télé, on ouais, ouais, t'annonce qu'on va en passer 10. ouais, Et c'est ouais. comme ça que j'ai eu la chance de pouvoir créer des choses. Et toute une génération avec moi dont on parlera dans l'ABC de la télé thématique, l'autre émission de la chaîne. Euh, et Alain Le Diberder, il a toujours été comme ça. En plus, il y a des gars qui sont toujours en veille active. Mais lui, il peut pas rester sur la veille. Il se dit, il faut aller. C'est pas de la veille. Il n'a pas envie d'être Jean-Michel, je vous l'avais bien dit. Il a envie d'être celui qui fait, celui Ouais, qui dit, celui qui explique. Et donc, ouais. c'est par son entremise, mais tu vas continuer ton récit sur Oui, l'arrivée de MicroKids sur France 3 quand même. Il fallait le faire. Hein. Donc, je te laisse FR3 même. continuer ce récit. FR3. FR3 à l'époque, monsieur. En fait, c'est exactement ce que tu dis sur Alain Le Duverner. Il veut faire. Et en fait, à l'époque, il est même pas encore à France Télévisions. Oui, Il est au au ministère de la ministère. Culture. Le patron à l'époque du ministère de la Culture, le locataire, c'est Jack Lang. Ouais, Et il va voir Jack Lang et il lui dit, parce que lui, il avait une culture jeu vidéo, le dit Berder, il dit à Jack Lang, c'est pas normal, la télévision ne parle pas de jeux vidéo, c'est pas normal, il faut faire quelque chose. Jack Lang lui dit, ok, pas de souci, mais du coup fais-le, parce que sinon personne ne le fera. Donc exactement. il va se débrouiller pour que l'émission ait lieu. Son premier truc, ça va être de contacter
FR3, qui va lui dire, mais oui, mais quoi, qu'est-ce qu'il y a, jeux vidéo, on n'y connaît rien. Du coup, qu'est-ce que va faire le Diberder? Il va ouvrir Tilt, en fait. Il va regarder l'ours. Vous savez, l'ours, c'est là où il y a tous les noms des journalistes. Exactement. Il va appeler Blottière sur sa ligne directe et il va lui dire, rencontrons-nous, j'ai envie de faire une émission à la télévision, j'ai envie qu'elle ait lieu en tout cas. Blottière, ça tombe bien, lui aussi il a envie. De l'autre côté, il y a Joffo. Du coup, ça fait 3 personnes, la Triforce, qui va pouvoir donner lieu à Micro Kids, qui va démarrer le 11 septembre 91 sur FR3. C'est fou comme histoire. Micromania, jeux vidéo, console, logiciel, micro. Salut à tous, bienvenue dans Micro Kids, la première émission entièrement consacrée aux jeux vidéo et aux jeux sur micro-ordinateur. Toutes les semaines dans Micro Kids, vous retrouverez notre championnat qui permet à 2 équipes de s'affronter et de gagner une Mega Drive, des jeux et des abonnements à Tilt et à Console Plus. Toutes les semaines, l'actualité du jeu console et micro, des previews exclusives et explosives, le concours de démos, les meilleurs tips, les scores du mois et des reportages qui nous emmènent aux 4 coins du monde. Et à mes côtés, un invité, Banana-san, qui arrive tout droit du Japon. Banana-san, bonjour. Konnichiwa, Jean-Michel Samar. Ah, tes souhaits, Banana-san. Dis-moi quoi de neuf au Japon. Micro Kids va être produit à FR3 Strasbourg. Donc, tous les mois, l'équipe de Micro Kids allait tourner l'émission. Je crois qu'ils en tournaient 3-4 pour y aller une fois par mois. Donc, du coup, c'était vraiment un gros barnum. Là-bas, il y avait un décor à construire, etc. Donc, pourquoi c'est une révolution? Alors, c'est pas la première parce que les Japonais l'avaient fait avant et il y a notamment dans le monde anglo-saxon aussi d'autres exemples, mais c'est quasiment dans la même période. Pourquoi c'est révolutionnaire? Parce que déjà, on donne la parole aux créateurs. Jamais aucun créateur de Bien jeux sûr. vidéo n'avait parlé à la télévision. J'imaginais bien, on parlait tout juste de jeux vidéo. Alors évidemment, les créateurs ne parlaient pas. Là, Exactement. Blottière recevait très régulièrement, pour ne pas dire chaque semaine, des créateurs qui venaient parler en longueur de leur jeu vidéo, comme on parle d'un bouquin, comme on parle d'une œuvre au cinéma, enfin comme une œuvre d'art en Mais fait. c'est ce que j'allais te dire. On a eu cette conversation, toi et moi, il y a quelques temps. Le problème de la perception du monde de l'audiovisuel et des médias et du public en général, c'est très vite, bah, c'est des jouets. Les jeux Oui, vidéo, on les offre à Noël comme on exactement, offre G.I. Joe ou des poupées ou des kits de faux bricolage, etc. Donc c'est un jouet. Donc exactement. en parler dans une émission, il y a plein de mecs qui se disaient mais alors qu'aujourd'hui faire une émission sur les jouets, c'est énorme. Mais Ouais, à l'époque, c'était soit du public reportage, soit totalement inutile, soit du conseil conso et ils étaient très peu dont l'équipe de MicroKids parce que Tigre, parce que Console Plus savait qu'il y avait un ouais, travail artistique et éditorial. En gros, le exactement. monde de la télévision, et encore, on y reviendra plus tard, a pris ça au sérieux quand le chiffre d'affaires du jeu vidéo a dépassé celui du cinéma. Mais avant ça, c'était considéré, même par les autorités, comme de la publicité clandestine. Donc, Exactement. grand merci à ces blottières, Joffo et le Diberder. Et on peut citer aussi Eric Ramarosson Exactement. alors Eric Ramarosson, tu vas nous donner des infos, et Marcus, qui a aussi commencé une Exactement. partie de sa carrière, il a commencé avant, mais il a rejoint les équipes, et ces mecs-là, bah, c'était comme pour nous tous, quoi. C'était normal de parler de tout ça. Ouais, enfin, effectivement, Blottière récupérait une partie Oui, des talents de la rédaction de Tilt et de Console Plus pour aller bosser chaque mois sur le tournage de Micro Kids. Et il y avait Eric Ramarosson, tu l'as dit, qui était au début l'un des photographes stars de Tilt ouais, et qui est devenu à Micro Kids le rédacteur en chef pendant un certain temps. Donc il avait exactement. un gros rôle. Et effectivement, parmi les journalistes en devenir, il y avait Marcus Ouais. qui était chargé d'enregistrer les séquences de jeux vidéo, d'écrire les tests, etc., d'écrire les voix plateau
de Blotter, etc. Donc, Ouais. effectivement, c'est une de ses premières expériences à la télé. Ah oui, oui, mais c'est ça. Mais il le dit dans son livre que je vous recommande. Même le prix vous fera rire. 450 pages. Faut s'accrocher. Combien de temps a Exactement. duré l'émission, mon cher Nicolas? L'émission a duré donc de 1991, c'est la première, jusqu'en 1997, et ça va nous permettre d'enchaîner sur la Exactement. suite pour qu'on arrive petit à petit jusqu'à Game One, parce qu'en fait, en 1995, euh, Jean-Michel Blotière décide de quitter MicroKids, Oui. parce qu'il se dit qu'il a fait le tour et qu'il a envie de faire autre chose. Et alors, l'émission va continuer jusqu'en 1997 avec un personnage virtuel. À l'époque, c'est un peu le phénomène du Ouais, moment, tout les le monde s'y personnages met, ouais. virtuels. Tout le monde s'y met, on va avoir des dessins animés, on va avoir plein de trucs. Il y a Bill du Big Deal qui va arriver quelques Bien années plus sûr. tard. Il y a Cléo dont on va Il y a parler. Cléo, Bon, et ouais. puis voilà, il y a De tout ça. Cyberflash. Connexion. Richard Joffo se dit on va mettre un personnage virtuel et ça donne Dr. Click qu'il Ouais. a animé pendant 2 ans, Mm. Micro Kids. Mais lui, et ça va nous permettre d'enchaîner, Jean-Michel Blotière, il va rejoindre l'équipe des nouveaux programmes Ouais. sur Canal+. De Canal+. Qu'est-ce que c'est les nouveaux programmes? Alors avant, il faut quand même que je dise, parce qu'on a quand même des conducteurs dans cette émission, Ah bon, euh, c'est ça que j'ai là? D'accord, très bien. rédigé par Nicolas Bonzon. Je ne vois pas qui est cette personne. Ça doit être un des stagiaires de la rédac. On est Et trop c'est nombreux. choriste. Et c'est choriste. Il faut quand même citer, mais on y reviendra, on va faire des émissions spécifiques à ça. Télévisateur 2 qui arrive entre-temps sur France Oui, j'ai 2, oublié, bien sûr, évidemment. bien sûr, Mais bien sûr. on survole parce qu'aujourd'hui c'est Micro Kids et Game One. Sachez qu'on va faire, Oui. on va consacrer une émission à Télévisateur et tout ça, etc. Il y a Hugo Oui. Délire avec Karen Bien, Cheryl. Ça Saute aussi, Karen, faut qu'on en parle. saute à droite, saute. Petite private joke avec Marcus. Et puis il y a aussi M6 qui s'y met. La réaction d'M6 a toujours été la même. C'est les jeux vidéo, on n'en parle pas, on en joue. Et force à Guillaume Sanzik, si je dis pas de bêtises, c'est Guillaume Sanzik qui Exactement, présentait Mega exactement. 6, et à lui d'avoir réussi à placer petitement. Et c'est pas qu'M6 c'est contre, vraiment. C'est le côté programme de télé où ils voyaient pas l'intérêt, parce qu'ils ont développé plein de trucs. Les premiers portails en ligne, quand il y a eu le début des internets, M6 a mis du pognon dedans, etc. Exactement. Donc c'est pas du dédain. C'est juste Oui. une approche. Eux, ils se disaient, bon, bah, non, les mecs jouent aux jeux vidéo, bah, on investit dans une plateforme. Guillaume, Oui. il a eu la chance de faire cette émission. Et puis voilà. Et donc, tu me disais, Produit par Mac Lesguy, qui était produite le par Mac producteur Lexky, le Exactement. dentiste. Il est dentiste, lui, non? Exactement. Mais Les nouveaux programmes. Tu m'as Oui. branché sur les nouveaux programmes, puisque l'aventure j'ai de MicroKids s'arrête pour Jean-Michel Blotière, du moins, et l'émission Oui. continue. Et Jean-Michel Blotière est recruté par ce même Alain Lediberder qui est nommé directeur des nouveaux programmes de Canal+. Les nouveaux programmes, c'est le turfu, c'est le futur, c'est l'espace. Qu'est-ce que c'est, puisque tu voulais que je t'explique en détail? C'est exactement ma question. Alors, les nouveaux programmes, c'est une unité complètement créée par Alain Lediberder à la demande de Pierre Lescure et Alain de Greff, puisque on va rentrer dans l'ère du numérique, qu'on appelait à l'époque le numérique et non pas le digital, puisque c'était pas avec les doigts. Il y avait un bout avec les doigts, c'est-à-dire les mecs qui fabriquaient les conduits, mais après, c'était du numérique. Et donc, les nouveaux programmes, c'était une unité qui était là pour développer. Il y a beaucoup de choses, et on en fera même une émission, je pense, hein, tellement il y a de choses à dire là-dessus. Ils ont développé les sites internet de Canal+. Les premiers, ça vous paraît débile, hein, mais il y avait Cud. Les premiers sites internet en France, Canal+, les premiers sites internet utiles et éditorialisés, hein, parce que c'était pas la homepage. Hein. Du développement du site web, de la production de formats spécifiques, de tournage en parallèle, de Canal+ Multimédia qui développait des jeux vidéo, on en viendra dans une autre émission, des CD-ROM et des jeux vidéo. Et il y avait le début du numérique, c'est-à-dire la possibilité technique, on va faire dans l'ordre, de donner ou de vendre, il y avait les deux, en téléchargement aux téléspectateurs, la possibilité de télécharger, pardon, je ne parle pas bien français, des jeux vidéo via son antenne satellite et via son modem, parce qu'à l'époque c'était des modems, et c'était pas une sinécure. Et donc c'est les prémices de ces deux points, dont d'ailleurs je vais vous montrer tout de suite la première bande de présentation. Si. Ça s'appelait d'abord MuTV, ça c'est carrément
quand Alain Ledibert arrive, MuTV, et on va enchaîner sur ces 2 points avec un habillage dégueulasse, avec la voix de Shin Lanzmann, qui a présenté Cyberculture. Ah oui, Et exactement. ça fait partie des archives que j'ai sauvegardées. Vous allez découvrir ça. C'est un peu fou, vous allez voir. Mais ça explique plein de choses. Et ça explique l'état de la télévision à l'époque. On regarde et après, je vous explique tout ça en détail avec Nicolas. Cette cassette vous présente une nouvelle chaîne de télé qui sera diffusée en numérique avant la fin de l'année. C'est une chaîne sur l'univers des jeux vidéo et de la micro-informatique, avec de l'interactivité et du téléchargement de jeux et de logiciels. C'est la chaîne. C'est la nouvelle chaîne. C'est Eh oui, et la chaîne des jeux vidéo et de la micro-informatique. C'est 24 heures sur 24. C'est pour tous. C'est la chaîne des enfants et des adultes, des tout-petits et des ados, des passionnés et des débutants, des adolescents et des retraités, des travailleurs et des travailleuses, des artistes et des graphistes, des intellectuels et des manuels, de la famille et des amis, des accros et des maniaques, des nuls et des blasés, des filles et des garçons, des joueurs et de tous les autres. C'est le futur. C'est le passeport vers la télévision du futur, avec ses émissions de divertissement et d'information. Pour vous, madame, pour votre mari et vos enfants, des programmes multidiffusés qui s'adaptent à vos emplois du temps. C'est les jeux vidéo. C'est pas du tout le genre de jeu qui peut tourner sur une console. Ils m'ont enlevé toutes mes vies et j'étais obligée de recommencer. Bon, on prend plaisir à y jouer. Même pas mal. Même pas mal. C'est des mutants qui ont des super pouvoirs. Des fois, il y a double KO, puis des fois, on gagne. J'étais arrivée à la fin. J'étais content. C'est le top. Le top des meilleures ventes pour consoles et micros, le top des top consoles et des top micros. C'est des trucs. Je casse un truc, après je passe dans le truc, je fais direct au dernier parcours. C'est des conseils et des astuces pour faire exploser vos scores. C'est avant. Avant leur sortie, découvrez en avant-première les jeux du futur avant tout le monde. C'est le choix. My name's Tex Murphy. I'm a private detective. Les meilleurs CD-ROM seront testés, analysés et décortiqués dans nos laboratoires. Suivez nos conseils. C'est multimédia. Art, encyclopédie, sur une page d'Axis. culture, musique, éducation, mais aussi détente et décontraction avec nos jeux culturels. C'est le téléchargement. Les logiciels, c'est comme les pizzas. Chez vous, sans vous déplacer, vous pouvez les commander, les logiciels, en les téléchargeant directement dans votre ordinateur. C'est simple. Pas besoin de changer son poste de télé. Il suffit d'y ajouter un décodeur numérique. C'est plus. C'est quelque chose de fabuleux. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Personne ne peut le faire. Oui, monsieur, c'est plus que de la télé. Le téléchargement est un service jamais proposé par une télé. Puisqu'on vous le dit. C'est moins cher.
En téléchargeant vos programmes, vous bénéficiez de conditions financières très avantageuses. C'est la chaîne des économies. C'est un catalogue. Plus de 1000 titres à votre disposition. C'est la micro. Nous savons les difficultés que vous rencontrez pour vous servir de votre ordinateur. Eh bien, rassurez-vous, c'est la chaîne Pense à vous pour vous informer, vous instruire, vous former, quel que soit votre niveau. C'est apprendre. Si c'est la première fois que vous voyez cette cassette, essayez de la regarder en entier. Vous utilisez déjà un ordinateur et vous voulez vous perfectionner? Traitement de texte, tableur, logiciel graphique n'auront bientôt plus de secrets pour vous. C'est facile. Mais comment s'y retrouver? C'est la chaîne qui vous conseille et vous oriente. C'est branché. C'est les news. C'est français, ça ne cherche plus que des constructeurs, et c'est donc Cocorico. C'est beau. J'ai trouvé ça merveilleux. C'est pratique. Grâce à C'est la chaîne, vous pouvez agir directement sur les émissions. C'est interactif. Avec quoi pouvez-vous déclencher un jeu interactif? Avec un biotransmetteur tricadencé et interface laser? Ou avec la touche plus de votre télécommande du futur? C'est interactif. Quand pouvez-vous déclencher un jeu interactif? Le soir de Noël? Chaque jeudi? Quand il ne pleut pas? Ou à tout moment? C'est la pub. Mais oui, les pubs aussi peuvent être interactives. Regardez bien cet exemple et devinez où se trouve la petite portion de boursin. Bonne chance. C'est interactif. C'est épatant. Pendant l'émission de formation, vous pouvez tester immédiatement vos connaissances. Pas facile, hein? C'est interactif. Attention à l'ivrogne. Au téléphone ou directement avec la télécommande, vous pouvez aussi participer à de nombreux jeux à l'antenne, voter au cours des programmes, orienter le déroulement des émissions. Tu accélères vite, tu prends à gauche. Bon. C'est numérique. La télévision numérique sera à la télé ce que le disque laser a été au vinyle. C'est bientôt. Avant la fin de l'année. C'est tout. Si vous nous rejoignez maintenant, c'est un peu tard. Et ces 2 points, moi j'ai rejoint, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ne me connaissent pas, c'est comme ça que j'ai rejoint l'aventure. Oui. Je suis arrivé au nouveau programme. D'abord pour lancer la version espagnole de ces 2 points. Ces 2 Oui, points, c'est c'est vrai. direct. C'est direct, c'est le service de téléchargement. Et puis ces 2 points, c'est la chaîne de télé qui est accolée. C'est là où Marcus travaillait déjà. Et on va Oui. faire des ponts avec MicroKids, vous allez voir. Il y a Marcus, qui était auteur des bandes annonces des jeux à télécharger. Moi, j'ai fait le Marcus pour la version espagnole. C'est comme ça qu'on est devenus potes depuis maintenant 30 ans. Et Eric Ramarosson, dont tu parlais tout à l'heure, qui était rédacteur en chef de ces jeux, justement, qui nous pilotait avec une poigne de fer et qui s'occupait de nous dire exactement si éditorialement ça allait, etc. C'était un mec très cool et charmant qui nous laissait dire nos bêtises, aussi bien en espagnol que en français. Enfin, je sais pas s'il parlait espagnol. Moi, il était mon chef indirect ou pas. Et en tout cas, voilà, l'équipe de création de la première émission MicroKids, une partie était ensuite au nouveau programme, puisque tu l'as dit, Jean-Michel Bliotière. Je suppose d'ailleurs que c'est Jean-Michel qui a fait venir Eric
sur ces 2 points, sur les nouveaux programmes en général. Parce que là, on rentre dans les détails, mais en gros, les nouveaux programmes, c'était un grand mezzé où il y avait tout ce que je vous ai décrit. Et puis après, chacun, par rapport à ses appétences, ses compétences et ses affinités, faisait du CD-ROM, faisait du développement de jeux en ligne, s'occupait des sites web. Moi, je me suis occupé du premier site web de Canal Satellite, dont on parlera dans l'ABC de la télé-thématique à une occasion. J'étais très content de ça, parce que moi, très vite, je suis devenu codeur, développeur de sites web, etc. C'est comme ça qu'on m'a repéré, d'ailleurs, chez Canal. Et puis, donc, chacun choisissait son chemin. Eric, moi, je l'ai retrouvé, enfin, je ne l'ai pas retrouvé, je ne le connaissais pas, je l'ai découvert sur ces 2 points, où il était le red chef de toute cette partie-là. Et ensuite, ces 2 points est devenu... En fait, c'est une chaîne, c'est ce que je te disais l'autre fois, est devenue une chaîne pirate. Personne chez Canal voulait ça. Ce qui a été validé chez Canal et CanalSat, c'est un service de téléchargement dans lequel, je vais utiliser des mots techniques exprès, on avait le droit de diffuser un barqueur. Un barqueur, c'est un canal d'accueil qui dit vous pouvez télécharger ça, le mode d'emploi, commander. Et les gars qui étaient là juste avant moi, parce que moi je suis arrivé à la presque, ils fêtaient quasiment leur 1 an. Au milieu, ils ont lancé des émissions et plein de choses qui n'étaient pas prévues au départ. Les nouveaux programmes, c'est Cyberflash aussi. C'est Cyberflash. Cyberflash avec Cléo, c'est Cyberculture. Cyberculture, exactement. C'est ce canal de téléchargement où il était possible, moi je m'en souviens, je l'ai fait, de brancher son PC sur le décodeur CanalSat et de télécharger gratuitement ou en payant 50 francs par mois des logiciels, et 50 francs, c'est ça. De payer, il y avait des trucs gratuits aussi, c'était souvent des trucs de démo ou des petits logiciels ou des petits jeux. Des freeware. Mais ça, c'était possible. Exactement, mais ça, c'était possible. Et puis, il y avait cette chaîne, ces 2 points, qui justement, et c'est ça qui m'intéresse, il y a eu des émissions, il y a eu du frais sur, il n'y avait pas uniquement des bandes annonces. Et beaucoup que vous verrez sur HDL TV, évidemment dans la 3e partie du frais chaque semaine, il y aura du Game One et du C2 points. Les émissions qui étaient vraiment incroyables, il y avait Microscan qui était fait avec Science et Vie Micro, en association avec Science et Vie Micro, qui parlait de la micro-informatique. Il y avait Magnet, qui était une émission complètement dédiée à l'actualité d'Internet. Et je vais vous ressortir des reportages sur la chaîne où vous allez vous dire, mais c'est la préhistoire, vraiment. Enfin, la manière dont étaient faits les sites web, et on était tous complètement sur le cul, on voulait y aller, on attendait des heures pour se connecter avec le fameux modem, etc., dont tout le monde parle, le 56K. C'était vraiment une catastrophe. Il y avait aussi des émissions qu'on achetait aux États-Unis, dont j'ai oublié le nom. Il y avait des documentaires. C'était vraiment la chaîne cyber, c'est-à-dire vraiment la chaîne informatique incroyable, mais elle était très ludique. Et ça, c'était important au moment où elle est faite, parce que les gens ne connaissent pas Internet du tout. On est en 96. Personne ne sait ce que c'est. Déjà, télécharger. Pour convaincre les gens de télécharger des logiciels, il fallait leur expliquer tout le bousin. Exactement. Et quoi de mieux que de faire des émissions qui sont complètement dédiées à ça, où on montre les coulisses. Et c'est des gens qui ont été des précurseurs et qui ont très vite compris que cet univers cyber, jeux vidéo et animé et multiculturel avait un pont, un lien. Ce qu'a encore mieux compris Patrick Giordano dans la suite de l'aventure. Mais alors, j'allais te poser cette question. Comment c'est possible qu'une chaîne qui, au départ, n'est pas prévue pour faire du frais, de faire du documentaire, d'acheter des animés, etc., comment c'est possible, après, de faire une vraie chaîne, en fait, une pré-Game One? Est-ce que vous alliez gratter de l'argent? Comment c'est possible, ça? On braquait des banques. Non, en fait, très concrètement, et ce que tu ne sais peut-être pas, et ce qui me permet de te faire une belle surprise, c'est que ces 2 points étaient producteurs et producteurs exécutifs de Cyberflash, comme tu l'as dit, et de Cyberculture, mais qui rapportaient beaucoup d'argent, puisqu'on était producteurs pour Canal+, et la chaîne Canal+, avait des très bons budgets pour fabriquer ça, et donc avec le bénéfice que ces 2 points faisaient sur la production et la production exécutive de ces émissions, on a réussi à faire des acquisitions et payer. Parmi les émissions, puisque ça va permettre de faire le pont avec la suite, il y avait Digit, une émission musicale qui était créée et produite par Patrick Giordano, le papa de Game One dont on va parler juste après, avec Ness qui faisait les voix, et un certain Didou, El Didou,
qui aussi faisait des voix et qui parlait et qui était journaliste, puisqu'il vient de la presse écrite jeux vidéo, El Didou. Et tous ces gens-là étaient déjà dans les locaux de ces deux points et ont produit pour ces deux points. Ness a même présenté le journal du téléchargement parce qu'il fallait quelqu'un de vitaminé et un peu rafraîchissant pour expliquer aux gens à quel point c'était simple de télécharger des jeux vidéo ou des logiciels sur ces deux points, comme tu l'as dit. Donc, du coup, on a une chaîne qui s'appelle Ces deux points. Et comment c'est possible que cette chaîne va donner naissance petit à petit à Game One? Parce que c'est ça qui va se passer, en fait. Exactement. Alors, ces deux points, le service de téléchargement ne marche pas bien. Ah bah, ça, tu m'étonnes. Alors, il y a Non, mais il plusieurs faut dire phénomènes. que c'est gratos sur Internet. Donc, pourquoi s'embêter à aller brancher Oui, mais son pas à truc, c'est une l'époque galère. encore. C'était la complexité et l'intérêt. C'est-à-dire, je peux le dire, on est quasiment 30 ans. On va fêter les 30 ans du lancement de ces deux points. L'air de rien, oh là 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 là, mais c'est pas possible. Enfin, j'avais 8 ans. Comment c'est possible que j'ai travaillé à la Canal+. Bon, non. Les comptes sont pas bons, là, Kevin. Donc voilà, c'était il y a 30 ans, Nico. Sois raisonnable, ne dis pas de bêtises. Les gens n'étaient pas prêts. Non, mais les gens n'étaient pas prêts. Très sérieusement, on va revenir au récit. La complexité, la distance du câble, les créneaux horaires. Mais c'est ce que j'ai dit d'Alain Le Diberder, puisque c'est le papa de tout ça. Hein. Comme c'est le papa aussi de Game One, on va le comprendre. Hein. Alain Le Diberder, là, il nous suit depuis le début de l'émission. Et j'espère qu'il regarde cette émission en replay ou en VOD ou en AVOD ou en SVOD, mais qu'il la regarde. Et je l'embrasse. Parce que je me permets de te couper sur ce que tu dis. En fait, on ne pouvait pas télécharger à la demande. Hein. La demande n'existait pas. C'était comme Kiosque, dont on parlera dans une autre émission sur l'ABCD thématiques. En fait, il fallait, par exemple, si je voulais télécharger un jeu vidéo qui fait un paint, par exemple, il fallait que je me connecte au moment où le flux envoyait le téléchargement. Exactement, comme une grille. Comme une grille. Exactement. Il y avait une grille dans la grille, en fait. Il y avait la grille de téléchargement. Et effectivement, vous le verrez dans les archives, etc. J'ai même prévu de faire une nuit où on diffusera l'équivalent d'une continuité d'antenne de ces deux points, parce que c'est très chill, c'est très bon pour s'endormir, et en même temps... C'est un peu FIP, quoi. Voilà, exactement. C'est le FIP de la télé de l'époque. Et donc, pourquoi on passe de ces deux points à Game One, de C-Direct ces deux points à Game One? C'est tout simple. Le modèle économique de C-Direct n'est pas efficace, n'est pas bon, ça perd pas de l'argent, mais ça en gagne pas du tout vu les investissements technologiques, parce que là on rigole, mais ça coûtait beaucoup de pognon en investissement technologique. Il y a ce paramètre-là, et puis il y a aussi un autre paramètre tout simple, c'est que le côté geek informatique, il est trop niche, il est trop spécifique, et ce qui marche de plus en plus, c'est le jeu vidéo. Et parce que tout ça, c'est des chaînes commerciales. On va arrêter de faire les artistes. On a créé des très belles choses et on les a fait avec le cœur. Mais ceux qui nous passent les commandes, ils espèrent bien gagner des brousoufs avec ça. Et donc, les annonceurs ne venaient pas sur ces deux points parce que c'était pas vraiment une chaîne. Le téléchargement ne se faisait pas. Le jeu vidéo commençait vraiment à pousser dans les familles. Et donc, Alain Le Diberder dit il faut qu'on fasse une chaîne de jeux vidéo. Il est temps, il est l'heure. C'est lui qui fait le bond avec ça et qui se dit ça serait quand même malheureux. Et surtout, oui, j'ai oublié de vous dire un des paramètres qui n'allait pas, c'est qu'on perd Cyberflash et Cyberculture qui s'arrêtent sur Canal+. Donc là, il n'y a plus d'argent pour autoproduire, il y a plus d'argent pour tout ça. Et toutes ces mauvaises nouvelles en donnent une bonne. C'est comme ça, hein, c'est la création. C'est que d'un seul coup, eh bien, Alain Le Diberder a ça en tête et d'un seul coup, il prend le train pour aller à Lyon et il tombe parce que le projet de Game One au départ, c'est donc d'être la première chaîne européenne des jeux vidéo européenne. C'est le projet de Canal+, parce qu'à l'époque Canal+ est très installé partout en Europe, comme ils y sont revenus aujourd'hui. Il faut trouver des annonceurs et le tour de table de Game One doit être les éditeurs de jeux vidéo. Pour qu'il y ait une indépendance au niveau éditorial, mais qu'il y ait une vraie apport capitalistique, puisqu'ils avaient le vent en poupe, comme on dit, et qu'eux, ils avaient de quoi mettre dans le capital. L'indépendance n'est possible que s'il y a plusieurs éditeurs. Voilà.
nous allons y Mon cher. venir dans un instant. Bah oui, mais c'est Je ce vous qui en était prie. prévu. Eh oui, Et bah ça a oui. été prévu, je vais spoiler, jusqu'au jour du lancement, jusqu'au 7 septembre 98. Ah oui. Et les semaines qui suivent, le tour de table a toujours été ouvert de Game One. On peut avancer comme ça. Et Alain Lediberder prend le train pour une raison que je ne connais pas, car il n'est pas non plus membre de ma famille, il faut pas abuser. Alain Lediberder prend le train pour aller à Lyon et tombe sur Bruno Bonnel, Monsieur Infogramme, Exactement. qui a racheté la marque Atari, dont il a Exactement. fait un succès mondial Bien très sûr. rapidement. Mes implants sont des implants Atari, moi, personnellement. C'est exactement. Et donc, résultat des courses, qu'est-ce que t'es con. Résultat des courses, Alain Lediberder, pendant le trajet Paris-Lyon, arrive à convaincre Bruno Bonnel de mettre des billes dans le tour de table de Game One. Pas mal. Pas Et mal. le projet démarre, parce qu'Infogramme, malgré tout ce qu'on peut dire d'eux, à l'époque, il pèse dans le game À l'époque, c'est des énorme. éditeurs quoi. avec Ubisoft, il y a lui, et voilà, quoi. Merci. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, mais on a approché aussi Ubi, on a approché Sony PlayStation, on a approché tout le monde. Et le seul qui a dit oui, c'est Bruno Bonnel, qui a dit oui fermement. Et donc, à partir de là, il a fallu se décider, et le tour de table a été fait. Alors, Bruno Bonnel, il avait une demande, il voulait que rien qui n'avait rapport avec ces 2 points à l'époque n'apparaisse sur cette nouvelle chaîne. Parce qu'on dit Game One, mais à l'époque, il y avait des noms de code que je vous révélerai dans des prochains épisodes. Mais il y avait des noms de code pour cette chaîne. Et lui, il avait dit, je mets le billet, on fait ce qu'on appelle une joint venture avec Canal+, puisque personne ne vient pour l'instant, et qu'on est pressé par le temps. Enfin, nous, c'était sauver des emplois quand même. Hein. Quand Cyberflash et Cyberculture se sont arrêtés, moi, je me rappelle d'être dans une salle de réunion à 5 jours de Noël, à dire aux gens, bah toi, c'est fini, toi, c'est fini, toi, c'est fini. Et ils étaient 60 comme ça. C'est des moments que tu n'oublies jamais. Moi, j'étais salarié, mais c'est des moments où tu te dis, là, vraiment, c'est très difficile. Donc, Alain était aussi, et toute l'équipe était pressée par le temps. Nathalie Cosserdan, que j'ai oublié de citer, qui était déjà patronne de ces 2 points assez directs, et tous s'affairent pour trouver le plus vite possible. Les seuls qui acceptent de mettre au pot, c'est Infogramme. Donc, ça devient ce qu'on appelle une joint venture, une aventure commune, Canal+ Infogramme, 50-50. La présidence est faite par un membre d'Infogramme et la direction générale par quelqu'un de Canal+, en l'occurrence Gilles Liorey, qui à l'époque était le beau-frère de Bruno Bonnel, et la direction générale, l'opérationnel, c'est notre Nathalie Cosserdan nationale, qui maintenant travaille à la Fémis, qui a fait beaucoup de choses, qui a bossé à Canal+, au cinéma, etc. Mais voilà. Et donc, les choses se font comme ça, et pour ne pas tout révéler, parce qu'on aura plein d'épisodes pour parler de ces belles aventures, il le convainc et on a 6 mois pour faire Game One. 6 mois. Oui. Ça piquait un peu. Et c'est drôle, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez vu un peu la composition des équipes. Et il y a une sorte de... C'est pas une compétition, c'est plus un benchmark. C'est comme un appel d'offres en interne. On dit aux équipes de ces 2 points, montrez-nous à quoi pourrait ressembler la première chaîne européenne des jeux vidéo. Et on dit la même chose à Patrick Giordano et son orchestre, dans lesquels je tiens à citer, c'est très important, Jean-Philippe Astou, qui était un réalisateur historique de la chaîne, dont on parle pas assez souvent, qui était un créateur aussi, qui est directeur artistique aujourd'hui pour les chaînes, certaines chaînes du groupe M6, je crois. Ouais, c'est ça. Qui était un historique de télévisateur aussi. Voilà. Oui. Tu vois, pour boucler la boucle. Et Oui. Jean-Philippe, il a même été le Marcus avant Marcus pour Level One, puisque Level One, on avait fait des pilotes avec différents animateurs, et Jean-Philippe faisait partie de cela. Bref, Jean-Philippe Astou, El Didou, Ness, je vais en oublier, et je leur demande pardon infiniment. Tous ces gens se mettent au boulot et il est question de présenter des pilotes de chaîne, c'est-à-dire un assemblage pour dire la chaîne doit ressembler à ça, etc. Ces 2 points, les équipes font aussi quelque chose. Au mois de mai, j'ai les dates, au mois de mai, on présente, et j'ai les bandes de Patrick Giordano, je vous montrerai les pilotes, les différentes versions de la chaîne et les différents habillages sur la chaîne HDL TV, dans la case de 3e partie de soirée. Et donc, Patrick Giordano présente un pilote au mois de mai et il est arbitré par la direction commune de Canal+, Pierre Lescure, Nathalie Cosserdan, Alain Lediberder, et de l'autre côté, Bruno Bonnel et son orchestre aussi, Gilles Lanier et Gilles Liorey. Gilles Lanier, c'était notre directeur marketing. Les équipes d'Infogramme. Et
sort du lot le format de Patrick Giordano, et c'est ainsi que va naître Game One. Donc Game One est lancé le 7 septembre 98 en double langue, et je vais te laisser peut-être m'interroger, peut-être que tu as des questions par rapport à ça. Non, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'est-ce qui a fait que le projet Giordano a remporté la mise et pas le projet C2 Points. C'est quoi qui a joué selon toi? Plus original, plus dynamique, plus directement ciblé vers le public. Je ne trahis pas de secret puisque vous l'avez vu après ce qu'était son projet sur la première année, et j'espère avoir respecté l'ADN les 3 années suivantes et l'avoir développé. Mais c'était l'originalité des clips de jeux vidéo qui très vite lasseront les gens, mais qui étaient extrêmement aimés. La manière de tester les jeux vidéo, cette foultitude d'idées. Par exemple, il y avait les Solus. Il y avait une émission qui s'appelait Solus que tout le monde a oublié, mais qui durait 2h30, 3h. Mais dans mes souvenirs, après, les Solus ont été coupés en plusieurs petits exactement. morceaux. Exactement. Pokémon, notamment, c'était le cas. Exactement. C'est vrai. Donc, et El Didou, d'ailleurs, fait partie des premiers monteurs de clips de jeux vidéo, avec l'ouverture de la chaîne, avec Où sont les femmes, et la version anglaise qui était Hot Chocolate, puisque le Marcus anglais s'appelait Edouard, la NES anglaise s'appelait Mirabelle, et etc. Chaque programme était après les autres, c'était les voix. Edouard faisait des speaks en anglais, Mirabelle faisait des speaks en anglais. Dis-moi. Mais alors juste, je m'arrête sur ça. À l'époque, c'était, je sais pas si c'était une volonté économique, mais c'était la mode sur CanalSat et sur peut-être les autres bouquets de faire des chaînes avec 2 langages. Je crois que Cartoon Network à l'époque, c'était également le cas. C'est quoi l'intérêt de faire ça? Alors, nous, c'était 2 langages, mais très différents, Nico. Nous, c'était d'une heure à l'autre. Oui, mais c'est inaudible pour le téléspectateur. C'est horrible à regarder. Moi, je me souviens avoir été beaucoup frustré de voir le générique des news et de me dire vite, j'espère que c'est français, j'espère que c'est français. Ben non, c'est pas français. Les gars, c'est c'est ce qui a fait que ça a été complexe, c'est que la version européenne, enfin moi, quand j'ai pris la direction des programmes, donc à la date anniversaire, le signal anglais, la version anglaise s'est arrêtée très rapidement, même un peu avant. Je crois qu'à l'été, on a démarré en 98, septembre. À l'été ou au printemps 99, c'était déjà derrière nous, tu vois. Mais qui regardait? C'était fait pour qui? On était censé être... Mais tu sais, au départ, on a monté la chaîne en 6 mois. En 6 mois, on se dit, on va faire la première chaîne européenne des jeux vidéo. Ben oui, d'accord. Donc forcément... J'ai dit forcément. Forcément, Farce Attack. Forcément, il fallait montrer. Ça a servi de grande démo. On n'avait pas les moyens d'avoir un double signal pour envoyer. On était en clair sur l'Europe, ce qui nous a été interdit après pour les négociations avec les câbles opérateurs et TPS, qui est une autre histoire, etc. Mais en tout cas, la première année, c'est une grande bande démo. On dit, voilà ce que c'est la chaîne des jeux vidéo, voilà qu'elle peut arroser l'ensemble de l'Europe, et aucun partenaire européen n'est venu pour nous dire, ok, on reprend le signal, etc., à tel point qu'ensuite, on en a fait des versions de segments, c'est-à-dire qu'il y avait la Pologne, je me souviens beaucoup de la Pologne, il y a d'autres pays, mais j'ai pas envie de dire des bêtises, mais on prenait le bloc programme frais, les Level 1, les tests, les Warp Zone, on les doublait en polonais et dans d'autres langues, on en fabriquait des bandes, et c'était accueilli. C'était pas une chaîne Game One, c'était accueilli sur une chaîne un peu jeune, présente sur les différents pays. Donc du coup, comme tu le dis, l'antenne, le signal français n'était plus pollué par... Tu te demandes si tu vas comprendre ce qui se passe ou pas. Bien sûr. Surtout qu'on n'avait pas les moyens, tu vois, par exemple, on aurait pu faire comme Arte ou comme... tu disais TNT Cartoon Network, des choix de pistes audio. Non, là, c'était carrément une tranche horaire dédiée à une langue. C'était une catastrophe. Le mec qui arrive sur Level 1, qui aime déjà Level 1 et qui tombe sur Edouard à la place de Marcus et il comprend rien, c'était un petit peu pénible, quoi, tu vois. Oui, complètement. Mais c'était que sur les news et sur Level 1, je crois, ce choix anglais-français. Non, c'était aussi des Warp Zone. Les tests Warp Zone et tout, c'était le bordel. Et à fabriquer, en plus, avec les moyens qu'on avait, c'était très difficile. Très, très difficile. C'était vraiment un des plus petits budgets de chaîne de télévision qu'on avait. Pour la raison que je t'ai décrite, le tour de table, c'était Canal et Infogrames. Voilà. Donc on va arriver là au lancement. Quelques heures avant le lancement, c'est prêt ou c'est le bordel? C'est prêt. Alors, on a été lancé à Londres, à l'ECTS,
Oui, c'est vrai. On avait un méga stand. C'est la seule fois où on a eu un aussi gros stand. Non, après Game One a eu des très beaux stands ailleurs. Mais on était à l'ECTS, donc la direction était là-bas. Ness, Mirabel, Patrick Giordano étaient là-bas. Moi, j'étais à Paris pour envoyer le signal. C'est notre directeur technique qui a fait la fameuse pendule historique dont vous pouvez acheter la reproduction en t-shirt sur la boutique de HDL TV, évidemment. Même le prix vous fera rire, je vous le dis tout de suite. Et l'association, si vous voulez la soutenir, elle ne touche que 20 à 25%, mais c'est déjà ça, c'est pas mal. C'est un succès d'estime, mais c'est pas un grand succès. Au niveau des téléspectateurs, ça va aller très très vite. Au niveau de toute la partie dont je te parlais, les investisseurs, le tour de table, les distributeurs européens, il n'y en a pas eu, à part acheter des blocs programmes où on gagnait un peu de brousouf, mais très peu, parce qu'on avait un peu forcé les gars à prendre les programmes. Après, l'aventure de Game One, c'est une autre histoire dont on parlera, dont vous allez voir les archives de 98 à 2002 en exclusivité sur HDL TV, mais c'est des autres histoires. Voilà, on voulait ouvrir cette chaîne avec une histoire qui nous tient particulièrement à cœur, même si on parlera des Brigades du Tigre, de l'Homme du Picardie, et même de Derrick. J'ai des petites surprises pour vous. Il est en panique. Nico, il se dit, il va faire une spéciale Derrick. M'en fous, moi. Tant qu'il y a les filles d'à côté aussi. Tant qu'il y a les filles d'à côté, on aura des invités. Et donc voilà, c'était le premier numéro de Chronogir. On a voulu démarrer avec ce qui nous tenait particulièrement à cœur. Micro Kids, dont vous aurez des nouvelles sur HDL TV dans quelques semaines, et Game One, dont vous aurez des nouvelles toutes les semaines, en tout cas pour la partie création, toutes les semaines sur HDL TV en troisième partie de soirée. Donc restez avec nous. Là, il y a d'autres programmes qui suivent. Et après, il y aura des archives de Game One ou de ces 2 points. C'est assez aléatoire. Je voulais te dire qu'on va finir comme ça. On pourrait faire un truc. Comment on appelle ça les jeunes? C'est de la ASMR. On va faire de la ASMR. Nicolas, je te remercie d'avoir participé à cette première émission. Merci à vous. Je te souhaite une excellente soirée. C'est insupportable. Je vous remercie à tous. Merci Nicolas d'avoir été avec nous. On se retrouve très vite pour une prochaine émission. HDL TV ne vit que par votre soutien et par vos dons. Vous avez vu apparaître plein de QR codes et plein de messages. Mais si vous voulez mettre, c'est comme dans les spectacles, tu sais, Nico, c'est au chapeau. Le mec, il dit... Ah, il a été médiocre ce soir, je vais lui donner 1 balle, ou je lui donne 20 balles pour qu'il ne vienne plus jamais. En tout cas, voilà, c'est comme ça que fonctionne HDL TV. Si vous êtes annonceur potentiel dans le rétro, dans les trucs collector, n'hésitez pas à nous contacter. Toutes les infos sont sur le site web. Et alors, si vous faites des subventions, vous êtes des fondations qui voulaient soutenir le patrimoine de la télévision, le patrimoine oublié de l'audiovisuel, vous n'hésitez pas, toutes les infos sont sur le site, et c'est comme ça qu'on arrivera à faire des émissions de plus en plus belles. Vous allez voir, les décors vont évoluer, on va voir des grues, des loumains, il y aura des danseuses à un moment donné, ça c'est une demande de Nico, je ne sais pas pourquoi. Il m'a dit pour les transitions, les danseuses c'est pas mal. Voilà, si on peut faire ça, ou des dauphins, mais c'est vraiment ça le budget qui le dira, des dauphins, des danseuses. Et vous avez remarqué, Nico, il a un décor neutralisé, c'est-à-dire que toutes les émissions qu'on peut faire, elles peuvent être faites, et il est au cabinet, ça il faut que vous le sachiez. C'est la meilleure pièce pour la chambre déco. Il est au cabinet. Alors, il est habillé, parce que sinon, descente d'organes. On ne peut pas rester 50 minutes sur les chaises. Regardez derrière moi, c'est le décor de Catherine Langer. Regardez. Ah oui. Quand elle annonçait les programmes. Et bien sûr. J'ai récupéré son décor. Et bien sûr. Et peut-être que Nico présentera aussi les interprogrammes. Très belle idée, dit Nathalie. Je ne sais pas qui est cette personne. Alors, je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée. Restez sur HDL TV. Il y a plein de programmes qui suivent. Chronogir, c'est 1 fois par mois. Il s'en va. Chronogir, c'est 1 fois par mois sur l'antenne de HDL TV. Ça sera en replay. Sur les internets, sur les YouTube peut-être, là où on a envie, sur l'appli. Et n'oubliez pas de télécharger l'appli pour les iPhones ou pour les Apple TV. Ça arrive sur Android, mais comme c'est moi qui code le tout, ça prend un peu de temps. Merci Nico, vraiment encore une fois. Merci. On vous souhaite une excellente soirée. On a débordé. Heureusement que je connais très bien le directeur d'antenne. À très vite ici. Je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne soirée et merci d'être fidèle à HDL TV. C'est grâce à vous qu'on va pouvoir ressortir des archives et parler de beaux souvenirs de la télévision en général. Au revoir.